Aujourd'hui, il est sûr que nous avons vécu une longue période avec des qualités particulières et la Fédération française de cardiologie a édicté en fait un petit momentum il y a quelques jours qui donne un petit peu l'état des lieux que je vais vous présenter tout de suite à l'écran. Et cet état des lieux, en fait, nous montre à quel point cette position de confinement, cette situation de confinement peut effectivement augmenter le stress, c'est une augmentation majeure, mais elle a une grosse influence effectivement sur l'augmentation de la sédentarité, ce qui effectivement peut être problématique chez les sportifs, une augmentation et une difficulté à avoir une alimentation équilibrée en qualité et en quantité, et puis également des implications au niveau physique, comme il est évoqué sur ce diaporama, avec une élévation de la tension artérielle assez importante. Alors aujourd'hui, pour parler de ces différents points, nous avons la chance d'avoir Frédéric Maton, le docteur Frédéric Maton, qui est médecin fédéral, et puis également la présence de Pierre Ouin, qui l'on ne présente plus, qui est champion olympique et plusieurs fois champion du monde, et qui va nous parler également de cette thématique de l'alimentation et de sa gestion en fait durant cette période de confinement. Donc, tout d'abord, bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors peut-être d'abord Frédéric, effectivement, te présenter, puis on passera ensuite la parole à Pierre. D'accord, donc je suis Frédéric Maton, je suis médecin des équipes de France d'aviron, donc en charge à la fois du suivi médical réglementaire imposé par le ministère et également le suivi longitudinal tout au long de l'année des rameurs qui sont sur liste de haut niveau. J'ai d'autres activités à côté de l'aviron, notamment, alors je vais les citer puisque vous allez voir que ça a impacté la présentation d'aujourd'hui. Je suis membre de la Société française de nutrition du sport, la SFNS, qui est une société savante qui a pour but de soutenir la spécificité justement de l'alimentation du sportif. Et puis également médecin à l'IRBMS, qui est un institut de recherche médecine et sport santé, qui nous permet de publier et de vulgariser les problématiques de nutrition à tous les sportifs amateurs et aux sportifs à haut niveau de pratique. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Alors Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà, en ce qui me concerne, donc, Pierre Ouin, rameur des équipes de France d'aviron, champion olympique d'aviron, et en ce qui me concerne, donc j'appartiens à la catégorie des poids légers, ce qui a fait la pertinence à ma présence ici aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un rapport aussi à la nutrition qui est relativement important pour ma santé comme tout le monde, mais aussi pour ma performance et la gestion de mon poids au quotidien. Donc voilà, dans les grandes lignes. Ok, parfait. Merci beaucoup, Pierre. Alors, effectivement, la première chose, c'est que dans cette situation de confinement, on est autorisé à sortir 1 heure dans un périmètre défini. Et en fait, la première question serait peut-être de savoir quel est l'impact justement de le temps limité de sortie sur justement la gestion de l'alimentation. Alors, cette heure de sortie, finalement, heureusement qu'on l'a parce que ça permet déjà de s'aérer la tête en période de confinement où on est toujours chez soi. Donc, il y a aussi un impact psychologique que j'aborderai pas ici. Après, en termes de dépenses énergétiques, tout dépend de ce qu'on fait de cette heure de sortie. Soit on en profite pour faire du sport, notamment pour courir autour de son domicile. Donc là, on a une réelle dépense énergétique. Soit on en profite pour simplement aller marcher, se détendre, faire ce qu'on appelle une activité physique, et non pas une activité sportive, et qui aura quand même son bienfait. Après, faut bien se mettre dans la tête que c'est pas parce que je vais aller marcher 1 heure ou je vais aller courir 1 heure que je vais pas être sédentaire. La sédentarité se définit sur un temps prolongé en position assise, notamment de plus de 2 heures. Donc, c'est pour ça qu'actuellement,
la problématique du confinement, c'est qu'on est pratiquement tous devenus sédentaires, même si on fait une heure d'ergo, même si on va aller courir une heure, dans le sens où, notamment ceux qui sont, le meilleur exemple, c'est le télétravail. Si je suis chez moi en télétravail à mon bureau pendant 3 heures, mettons, à travailler pour mon employeur, je suis sédentaire, même si cet après-midi, je vais faire une heure d'ergo. Donc, il faut bien distinguer le fait qu'on peut être sportif et sédentaire en même temps. Alors, le problème de la sédentarité, indépendamment de cette heure de pratique, c'est que justement cette heure de pratique ne compensera jamais la journée de sédentarité. Donc, c'est vraiment un minimum pour s'aérer la tête et aussi quand même avoir un peu de dépense énergétique. Mais en tout cas, ça ne sera pas suffisant pour réguler son poids, par exemple. D'ailleurs, on le voit parce qu'on va le voir dans la suite du diapo de la présentation, c'est que majoritairement, je pense que les Français ont pris un peu de poids pendant le confinement, alors que certains d'entre eux ont maintenu 1 heure d'activité sportive par jour. Mais justement, le côté sédentaire a pris le dessus et finalement a induit une prise de poids. En fait. Donc c'est un peu ce qui est illustré sur la présentation. Alors c'est aggravé par le fait que il n'y a pas que l'heure de pratique sportive qui influence, il y a aussi finalement l'offre alimentaire, parce qu'on est chez soi, on a les placards en face et donc on a une offre alimentaire qui est vraiment maximisée. Donc du coup on est toujours tenté de manger quand on est chez soi. Donc cette offre alimentaire incite aussi à manger plus que raison. Et puis on a du mal, je pense que les Français ont eu du mal au début à jauger la balance entre les dépenses, donc nos besoins en énergie, et puis l'alimentation qui est vraiment l'apport en énergie. Alors on a aussi un mécanisme de mémoire qui fait que même si je baisse ma pratique sportive, je baisse mon alimentation toujours avec un petit temps de décalage. Parce que j'ai l'habitude de manger autant, telle quantité dans l'assiette, à tel rythme, etc., mes 3 repas par jour, etc. Et donc, il y a toujours un petit temps, un petit délai pour que finalement on adapte notre alimentation par rapport à notre niveau de dépense. Mais globalement, vu qu'on a moins pratiqué d'activités sportives, on a malheureusement, je pense, tous mangé plus que nos besoins. Parce que notamment on avait l'offre alimentaire, aussi parce qu'on s'est ennuyé. Il y a aussi d'autres paramètres qui influencent. Et l'ennui, le côté anxiogène, ce qu'a notifié la Fédération française de cardiologie est tout à fait vrai. Donc ce sont toutes ces situations qui, quand on est dans une situation un petit peu anxiogène, on cherche du réconfort, et dans ces situations de réconfort, l'alimentation est un réconfort. Donc est une des solutions pour apporter du réconfort et donc vaincre ce sentiment d'ennui ou ce sentiment de cette situation anxiogène qui est le confinement et tout ce qu'on entend à côté. Donc tous ces paramètres en fait sont aussi de nature à perturber l'alimentation. Alors je ne sais pas comment a géré Pierre au niveau de son confinement. Est-ce qu'il a pris du poids par exemple? Ça peut être une bonne évaluation. Alors du coup, non, j'ai eu la chance d'avoir un poids relativement stable parce que j'ai pris notamment conscience de tous les aspects que tu as pu évoquer. Je trouve que c'est un enjeu qui est quand même assez important pour nous, qu'on est aussi sujet un peu plus au grignotage. C'est vrai qu'il y a toujours à la maison, il y a quand même pas mal d'enjeux qui nous guettent. Je pense que la première chose à faire, c'est avoir une prise de conscience. Ensuite, j'ai aussi pas diminué mon volume d'entraînement. Donc finalement, j'ai pu quand même bénéficier des apports caloriques plus ou moins sensiblement les mêmes que d'habitude, parce que c'est vrai que je limite quand même mes déplacements en vélo pour me rendre à l'entraînement. Mais ça s'est quand même compensé, je pense, par une augmentation de mon volume d'entraînement. Donc là-dessus, aucun souci de mon côté, c'est-à-dire que j'ai vraiment maintenu, je suis à cette heure-ci au même poids qu'il y a exactement 6 semaines, avec d'abord une légère baisse, puis une hausse, et puis de nouveau une baisse pour amener à une stabilisation globale du poids. Mais voilà, aucun problème là-dessus. D'accord. Alors je vois au niveau des questions, il y a aussi l'effet inverse. Il y a des sportifs, des gens qui ont perdu du poids. Pourquoi? Parce qu'ils ont su justement se rééquilibrer au niveau alimentaire tout de suite par rapport à leur baisse d'activité. Mais leur baisse d'activité a induit une perte de masse musculaire.
Donc ça, on voit ça plus chez les gens notamment qui pratiquent la musculation, des sports de force ou des pratiques vraiment très intensives, pas trop des exercices d'endurance forcément. Et ces gens-là qui ont tendance à prendre rapidement de la masse musculaire ont aussi tendance à en perdre. Et finalement, on peut dire que ce que chacun a vécu pendant le confinement reflète un peu son profil. Si j'ai plutôt perdu du poids, perdu de la masse musculaire, je suis plutôt le profil de quelqu'un qui a tendance à en prendre vite, mais aussi à en perdre rapidement. Par contre, si j'ai pris 1, 2, voire plusieurs kilos, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à prendre du poids. Et puis vous avez aussi un troisième profil qu'on peut envisager, c'est qu'il y a un sportif qui a pris à la première semaine de confinement 1, 2 kilos, et puis après qui s'est stabilisé. Alors s'il s'est stabilisé, effectivement, il a équilibré son alimentation par rapport à sa baisse d'activité physique. Mais une question qu'on peut se poser aussi, c'est que s'il a pris 2 kilos et qu'il s'est stabilisé, est-ce que ces 2 kilos-là ne correspondent pas à son poids physiologique? Et que d'habitude, il est plutôt en dessous de son poids physiologique grâce à une activité physique importante. Donc je pense que le confinement a révélé et accentué chacun de notre propre profil en fait. Donc c'est pour ça qu'on a un vécu du poids qui est complètement différent, même si je pense que la majorité des Français ont pris du poids. Alors je disais qu'il y avait l'ennui et l'anxiété et l'offre alimentaire qui jouaient aussi. Alors dans la prise de poids, enfin dans la prise alimentaire. Alors l'ennui et je pense est vraiment un facteur majeur, si bien que la conclusion pratique entre guillemets de cet ennui, c'est que pour éviter de grignoter, selon le mot, pour éviter de grignoter et de manger quand on s'ennuie, c'est pas le fait de manger qui va solutionner les problèmes, ça va être le fait de s'occuper. Donc parce que si vous ennuyez et que vous mangez à la recherche d'une occupation et à la recherche d'un réconfort, alors c'est vrai que ça va vous l'apporter, mais que provisoirement parce que vous vous ennuyez toujours. Par contre, ce qui va régler le problème à plus longue échéance, c'est vraiment de casser cet ennui, de casser aussi cette contrariété, cette situation anxiogène qu'on a dans la tête à cause des infos, à cause de ce problème, par une occupation. Et se focaliser l'esprit sur une occupation, ça va justement supprimer tous ces facteurs qui nous incitent à manger. En fait, c'est pas parce qu'on a envie de manger, c'est pas parce qu'on a faim dans ces situations-là. Donc c'est vraiment un rôle majeur de l'ennui. Alors, l'une des façons aussi d'éviter de s'ennuyer, c'est d'organiser sa journée. C'est de structurer sa journée et de considérer que même si on est chez soi, on a le besoin de structurer sa journée. Pourquoi? Parce que ça induit un dynamisme. Donc je me lève et dès le matin, je me fixe des objectifs dans la journée. Donc ça peut être des objectifs de télétravail dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être des objectifs familiaux, etc. Et déjà le fait de se lever, s'habiller correctement comme si on allait au travail, psychologiquement ça nous met dans une dynamisme plutôt que de négligemment mettre un survêtement ou n'importe quoi parce qu'on est chez soi, etc. Donc là on commence déjà à être dans le laisser aller. Donc le fait de structurer sa journée, ça induit un dynamisme dans la journée. Et justement, ça permet aussi de lutter contre l'ennui. Donc, ça permet aussi de structurer sa journée. Alors, si on vient spécifiquement sur comment gérer son alimentation en période de confinement, alors, je dis en période de confinement, mais même si le confinement, j'espère, touche à sa fin, ça vaut le coup quand même de l'aborder parce que vous allez voir qu'il va y avoir une projection dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, notamment en cas de blessure, par exemple. Et il y a beaucoup de choses que l'on va évoquer en période de confinement qu'on peut projeter en situation chez un sportif qui est en situation de blessure. Je pense en aviron, par exemple, la fracture de fatigue où on est pendant parfois plusieurs semaines à l'arrêt complet. C'est ni plus ni moins, il y a quand même des similitudes par rapport à la situation actuelle, même si ça ne nous empêche pas de sortir, c'est la différence par rapport au confinement. En tant que de gérer sa dépense énergétique et son alimentation, c'est un peu la même chose. Alors, il y a vraiment une base fondamentale, alors c'est cette pyramide alimentaire que je rappelle. Alors, elle a été revue, c'est une donnée ancienne maintenant, la pyramide alimentaire, ça a plus de 10 ans, mais cette pyramide a été revue. Et globalement, plus on est en bas de la pyramide, plus on accorde de l'importance à ces aliments qui sont en bas, et plus on monte, et moins il y a d'importance. Globalement, c'est ça. Et vous voyez finalement le socle de cette pyramide, donc globalement, ce qui est le plus important, ça reste l'hydratation.
Pourquoi? Parce que l'hydratation influence tous les métabolismes, tous les fonctionnements de l'organisme. Il n'y a pas que le fonctionnement musculaire, il y a tout, je crois qu'il n'y a aucune fonction d'organisme qui ne soit pas influencée par l'hydratation. Donc ça reste vraiment fondamental. Alors, difficile de donner des repères, mais je pense qu'il faut jamais descendre en dessous d'1,5 litre d'eau par jour, sans compter l'eau que l'on peut boire lors des activités physiques. Hein. Mais je pense que ça, c'est vraiment un minimum. Et puis les premiers étages de cette pyramide, donc les plus importants, ça reste, oui, c'est les fruits et légumes, même chez les sportifs. En compétition, je dirais avec l'apport en énergie. L'apport en énergie qui est représenté par tout ce qui est féculent, donc pâtes, riz, pommes de terre, semoule, blé, les céréales, etc. Tous les produits céréaliers. Les légumineuses également, tout ce qui est légumes secs, lentilles, etc. Tout ce qui apporte de l'énergie. Donc je dis en compétition, puisqu'il va falloir justement réguler la proportion entre les légumes, les fruits et légumes et l'apport en énergie par les féculents, justement en fonction de notre dépense. Donc plus je fais une dépense énergétique importante dans ma journée et plus j'ai besoin de féculents, et inversement, comme en confinement, si dans ma journée je ne fais rien, mis à part 1 heure de marche, bien là je vais vraiment accorder une large part dans mon assiette aux légumes et également aux fruits en dessert. Il y a un intérêt également d'augmenter sa consommation de fruits et légumes, c'est qu'on va le voir, ça apporte des nutriments qui sont indispensables, notamment au niveau immunitaire, et donc c'est aussi un autre impact, mis à part la régulation du poids. Si on monte les étages de cette pyramide, après il y a tout ce qui est apport protéiné, donc tout ce qui apporte des protéines hein, globalement, donc la viande, le poisson, les œufs, les protéines végétales éventuellement. Les produits laitiers qui apportent des protéines. Et puis après, il y a tout ce qui est les produits gras et les assaisonnements, par exemple. Et donc tout ce qu'il faut essayer de limiter dans son assiette. En fait, cette pyramide, on peut dire qu'elle est quelconque, qu'elle est banale, mais finalement, si elle a été actualisée, et elle est toujours d'actualité, c'est que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un fondement essentiel pour adapter son alimentation quand on fait du sport ou de l'activité physique. Et une fois qu'on a respecté cette pyramide-là, le sportif pourra, alors en dehors du confinement, éventuellement, pourra effectivement greffer des programmes alimentaires de préparation de compétition, de prise de masse musculaire, de perte de poids, etc. Mais si cette pyramide n'est pas respectée, ça pourra apporter des carences nutritionnelles ou alors des états de méforme, des états de fatigue. Donc cette pyramide, elle est vraiment représentative de notre alimentation. On va le voir après, plus tard, quelle est la traduction finalement dans son assiette de cette pyramide. Et donc l'alimentation permet justement avec cette pyramide d'être en bonne santé. Et puis on va le voir également, des petites particularités qui permettent d'améliorer son immunité. Alors Fred, je me permets de te poser une question parce qu'on parle beaucoup d'aliments complets en fait. Et par rapport à la pyramide que tu viens de nous présenter, est-ce qu'il y a un intérêt à privilégier justement les aliments plutôt complets? Alors, on a tout intérêt à privilégier les aliments complets, que ce soit le pain, les pâtes, le riz, etc., notamment tout ce qui est féculent, apport énergétique, parce que les aliments complets contiennent énormément de minéraux que ne contiennent pas les aliments traditionnels. Quand vous comparez les pâtes classiques, les pâtes alimentaires, globalement, ça n'est que de l'énergie. Si vous passez à des pâtes complètes ou semi-complètes, vous enrichissez votre alimentation de plein de minéraux. Et ça permet justement de potentialiser ses réserves en minéraux et de faire mieux fonctionner son organisme. En fait. Donc c'est a fortiori plus important quand on a des grosses dépenses en énergie, donc quand on s'entraîne beaucoup, ou quand on restreint son alimentation, comme en période de confinement ou de blessure, où on diminue beaucoup ses assiettes en féculents. Et c'est là où il faut vraiment manger des féculents de très bonne qualité nutritionnelle, donc très riches en minéraux. Alors, j'ai une question pour Pierre, justement, par rapport à la gestion de cette pyramide. Est-ce que c'est des choses dont tu as connaissance depuis longtemps et comment tu t'appuies sur justement ces aspects théoriques pour optimiser ton alimentation? Alors oui, je m'y appuie, je m'appuie vraiment dessus depuis toujours. On a déjà longuement échangé à ce sujet avec Fred. C'est d'ailleurs lui qui me l'a inculqué, cette pyramide. Donc ouais, c'est quelque chose qui est fondamental, qui a pu être éprouvé par le passé de par tout simplement la caractéristique de notre programme d'entraînement. Donc c'est vrai que
dès qu'on s'en écarte, parfois juste un peu, ou parfois de manière répétée, on en paye quand même assez souvent les pots cassés, surtout sur une catégorie Pro Léger où on nous demande d'être performant avec un minimum d'apports. On est obligé de les sélectionner quand même de manière qualitative. Donc oui, c'est une pyramide sur laquelle je me base énormément, notamment donc, sur l'hydratation qui est hyper importante. Le programme fédéral nous le rappelle d'ailleurs assez souvent en ce moment sur l'importance de l'hydratation avec des tronçons plutôt de 20, 25 minutes, voire de 30 minutes, mais jamais plus longtemps, avec juste l'occasion de boire suffisamment entre chaque tronçon d'entraînement. Et puis après, oui, bien sûr, je me sers de cette pyramide-là pour ajuster mes apports en fonction de l'entraînement qui vient de se terminer ou qui m'attend. C'est-à-dire que quand je sais que je vais devoir produire un effort, c'est pas par exemple en ce moment sur le vélo d'admettons de 3 heures, je sais qu'il va me falloir ce qu'il faut avant, pendant, notamment beaucoup d'eau, et je sais ce qu'il va falloir que je mange aussi juste après. Et à l'inverse, quand il m'arrive d'avoir une demi-journée de repos, je sais aussi que mon corps va être sollicité de manière différente et qu'il faudra que j'adapte en fonction, parce que si je mange de la même façon, sur une après-midi de repos, je vais forcément prendre du poids, ça va se voir assez rapidement. Et pour garder un état de forme aussi qui est correct, on va dire, pour faire face à tout ce volume d'entraînement, oui, il faut vraiment pas que je m'écarte de cette pyramide, parce que dès que c'est le cas, sur des intensités qui sont les nôtres et sur un volume aussi conséquent, on le sent quand même vraiment relativement rapidement. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose auquel je ne peux pas échapper. Alors, quand on parle d'hydratation, il faut quand même préciser que c'est avant tout de l'eau et de l'eau pure. Éviter les eaux sucrées parce que faut bien avoir dans la tête que tous les sodas ou boissons sucrées, même les jus de fruits, hein, quand on mange beaucoup de jus de fruits, quand on boit beaucoup de jus de fruits dans la journée, ça représente aussi un apport en énergie qui est conséquent parce que c'est quand même des boissons qui sont très sucrées, a fortiori quand on une petite parenthèse par rapport à l'alcool, hein, l'alcool c'est quand même très très calorique. Donc c'est un peu bête de se priver de manger des bonnes assiettes de féculents parce qu'on a pris un ou deux apéros. Alors c'est vrai que la situation de confinement est peut-être propice aux apéros par visio, on le sait, ça a été évoqué, mais il faut, alors c'est pas interdit, mais bon, il faut, ça sera toujours avec modération puisque en termes de régulation de poids, l'alcool ça reste vraiment très problématique. Donc voilà au niveau hydratation. J'avais juste une question, Fred, par rapport au nombre croissant. On a en tout cas l'impression que c'est comme ça quand on visite les rayons des supermarchés, des différentes boissons énergétiques qui promettent la performance avec de couleur bleue, verte, violette et qui n'ont pas de sucre et qui ont toutes les vertus du monde. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce genre de boissons? Alors, il y a deux types de boissons. Les boissons, enfin, celles dont je parle qui n'ont pas de sucre, donc les boissons qui sont en général sucrées aux édulcorants. Donc, ça va des marques d'eau minérale qui sont aromatisées à certains fruits, dans lesquels on rajoute du sucre aussi, du faux sucre, donc de l'édulcorant pour donner le goût sucré. Alors, certes, c'est des boissons qui n'apportent aucune calorie puisque il n'y a pas de sucre à l'intérieur, même si elles ont le goût sucré, puisque c'est des édulcorants. L'effet délétère à long terme, c'est que ça habitue le consommateur à boire sucré. Et donc, ça rehausse le niveau de la sensation, de la perception du sucre. Et donc, ça va inciter inconsciemment, mais complètement inconsciemment, finalement, de manger plus sucré dans la vie de tous les jours. Donc, on va mettre plus de sucre dans son yaourt, dans son fromage blanc, etc. Enfin, voilà, ça incite à manger un peu plus sucré quand on abuse de ce type de boisson. Après, vous avez, bon, c'est le cas également de tous les sodas light, 0 calories, etc. C'est exactement la même chose, même si, bon, ça permet quand même occasionnellement de se faire plaisir sans avoir les calories à côté. Donc, c'est des boissons, finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est des boissons qui, pas parce qu'elles sont aux édulcorants à 0 calories qu'on peut en boire toute la journée ou à longueur de journée. Ça reste des boissons de plaisir à boire de temps en temps, où là, il n'y a aucun effet délétère, on ne va pas s'accoutumer au goût sucré pour autant, tout en ayant le bénéfice de ne pas prendre de calories. Donc ça reste des boissons à prendre ponctuellement sans aucun problème. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors je me permets d'afficher une question en fait sur la gestion de la tolérance intestinale, étant donné quand on modifie son régime alimentaire en fait et qu'on apporte plus de fruits et de légumes
justement, ça peut impliquer des tolérances différentes chez les personnes, des problématiques de tolérance. Donc, autant Fred que toi, Pierre, je ne sais pas si tu as des expériences par rapport à ça dans la gestion de ton poids et du régime sur la question que nous pose Jeff. Alors, je pense que Fred sera plus à même que moi de répondre, parce que c'est vrai qu'en termes de tolérance, j'ai pas à faire face à ce genre de problème, heureusement pour moi. Donc ça me permet de diversifier vraiment mon alimentation. Donc voilà. Alors en fait, la tolérance, c'est vrai que si on mange beaucoup de légumes, ça peut aussi donner des intolérances digestives, notamment intestinales, avec un risque de diarrhée par exemple. Alors après, tout dépend de quels légumes on choisit. Il y a des légumes qui sont plus agressifs, entre guillemets, sur le tube digestif que d'autres. Mais ça arrive souvent, ça, quand on a vraiment des alimentations exclusives sur les légumes. À partir du moment où on rajoute un petit peu de féculents, ne serait-ce qu'un quart d'assiette ou quelques cuillerées de riz ou de pâtes, n'importe quel féculent, en général, ça améliore très nettement la tolérance intestinale des légumes. D'où l'idée que finalement, dans une assiette, et ça fait très bien le lien avec la suite, c'est que dans notre assiette, finalement, une assiette typique, ça doit toujours avoir, comme on dit, les trois couleurs, c'est-à-dire une protéine, donc viande, poisson, des œufs, du jambon, enfin ce que vous avez, ce que vous voulez, avec un féculent et des légumes. Il doit toujours y avoir les trois composantes. Là, vous aurez une intolérance digestive, c'est si vous mangez que, je sais pas moi, un poisson avec des légumes, sans féculents à côté. Là, c'est source d'intolérance digestive. Par contre, en général, quand vous associez les légumes avec un petit peu de féculents, ça pose aucun problème. Et finalement, on en revient à cette assiette typique qui finalement reflète très bien la pyramide alimentaire. Comment organiser en quotidien son alimentation pour respecter cette pyramide? Eh bien, dans son assiette, normalement, on devrait toujours avoir les trois composantes, les protéines, animales ou végétales, peu importe, mais enfin en général animales, avec un peu de féculents et des légumes. Et c'est surtout justement ce ratio entre légumes et féculents que je fais varier en fonction de ma dépense énergétique. Je suis en confinement, je suis au repos parce que je suis blessé, j'ai une fracture de fatigue, de côte, etc. Donc j'ai rien fait de ma journée. À ce moment-là, c'est au moins une demi-assiette de légumes. Si au contraire j'ai fait une muscu et une séance d'aviron dans la journée, bah là ça sera plutôt l'inverse, ça sera au moins une demi-assiette de féculents parce que j'aurai besoin d'énergie. Donc voilà, on fait ce curseur entre les légumes et les féculents et l'énergie, on le fait varier en fonction de sa propre dépense en énergie. Donc ça c'est un peu un petit truc pour avoir une assiette équilibrée. Donc à côté, bien sûr, on rajoute de l'eau. En dessert, c'est fruits et laitages. Et là, on a une alimentation équilibrée. Fred, on parle là des repas, mais est-ce que on ne fait pas mention là pour l'instant des petits déjeuners qui sont quand même une partie importante du repas. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le petit déjeuner? Ouais, c'est vrai, j'ai pas évoqué le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est pareil. Alors, les repères du petit déjeuner, normalement, un petit déjeuner bien structuré, ça doit apporter un peu d'énergie. Donc, forcément, un produit céréalier. Alors après, selon les goûts, ça peut être du pain avec, alors si possible, un pain élaboré, un pain bille, un pain complet, un pain de campagne, un pain aux céréales, par exemple, plutôt que du pain blanc. On rejoint la préférence des aliments complets qui contiennent des minéraux par rapport au pain blanc qui n'en contient pas. Donc ça peut être aussi des céréales de bonne qualité comme des flocons d'avoine. En tout cas, cette composante céréalière, ça va nous apporter de l'énergie. À côté de cette composante céréalière, il y a une composante protéinée. Alors c'est un produit laitier, yaourt, fromage blanc. Ça peut être aussi, alors en termes de protéines, pour ceux qui préfèrent les versions salées, ça peut être du jambon, ça peut être un œuf par exemple au petit déjeuner. Un fruit, alors si possible un fruit frais, surtout si on est en régulation de poids, quand on veut perdre du poids, il vaut mieux manger un fruit plutôt que de boire un jus de fruits, hein, ça il y a une différence fondamentale entre les deux. Et si possible un fruit qui soit très riche en vitamine C et peu calorique, comme par exemple les fraises, on arrive au moment des fraises, ça peut être le kiwi par exemple, plutôt que les agrumes d'hiver qui sont plus riches en calories, par exemple. Et puis une boisson qui peut être de l'eau, du café, du thé, enfin la boisson qui vous convient. Donc il y a toujours une composante céréalière, énergétique,
une composante laitière, un apport fruité et une boisson. Donc une fois que vous respectez ça, vous respectez déjà vous faites déjà un petit déjeuner bien structuré. Après, le petit déjeuner, c'est toujours pareil, ça doit répondre à un besoin. Donc on a peut-être des sportifs qui ne prennent pas de petit déjeuner. Alors est-ce que c'est bon ou pas bon de prendre un petit déjeuner? Je pense que si on a un entraînement dans la matinée, il faut prendre un petit déjeuner. Ça, je pense que c'est impératif parce qu'il faut un apport énergétique, un rôle énergétique, un vrai apport énergétique au petit déjeuner pour pouvoir faire un entraînement dans la matinée. Alors bien sûr, il y en a certains qui vont dire oui, mais moi je fais ma séance de footing en fin de matinée, je prends pas de petit déjeuner. Alors oui, tout est possible, sauf que peut-être qu'en mangeant, en prenant un petit déjeuner, l'entraînement sera plus efficace. Donc c'est bien le beau de s'entraîner, mais il faut aussi que l'alimentation réponde aussi au fait que l'entraînement doit être efficace et de bonne qualité. En tout cas, le petit déjeuner devient indispensable quand on a un entraînement dans la matinée. Ça, c'est vraiment indispensable. Après, si on n'a pas très faim, là, c'est pareil, on n'est pas obligé de manger une grande quantité de céréales. Là, c'est pareil, on ajuste sa quantité de petit déjeuner par rapport à ses propres besoins. Alors, je me permets, Frédéric, j'ai une question d'Imola, en fait, que j'affiche à l'écran. Moins de viande parce que mon copain est un peu végétarien. Est-ce que c'est bien bon ou pas en tant que sportif? Et puis, il y a une question qui suit en fait sur le chat, justement, par rapport à cette thématique des personnes qui sont végétariens ou qui deviennent flexitariens, on va dire, on va utiliser le terme là. Alors, ça anticipe peut-être juste sur la suite, justement, et l'intérêt de manger de la viande, mais je trouvais la question fort à propos par rapport à la suite de la présentation. Oui, j'allais l'aborder après, mais on peut l'aborder maintenant. L'idéal, je pense que l'idéal, c'est de manger de tout. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux que la diversification alimentaire. Et c'est pas bon de manger que de la viande. Enfin, quand je dis viande, c'est produits carnés, c'est les produits de la pêche, etc., que des protéines animales. Mais inversement, c'est pas forcément bon non plus de manger que des protéines végétales quand on fait du sport. Et l'idéal, c'est de mélanger les deux. Alors, le mode flexitarien, finalement, pour moi, c'est un mode qui convient très bien aux sportifs, avec une petite particularité quand même, c'est de privilégier les protéines animales en récupération des efforts. Actuellement, on n'est pas certain qu'une protéine végétale dans les suites immédiates d'un effort ait les mêmes assimilations, les mêmes bienfaits qu'une protéine animale. Donc, je privilégierais quand même au jour d'aujourd'hui les protéines animales en récupération immédiate. Mais d'une façon globale dans l'alimentation, on peut manger des protéines animales et végétales, même quand on fait du sport. Si bien que le mode végétarien, qui va quand même manger des protéines d'origine animale, qui ne mange pas d'animaux, mais qui va quand même manger des produits laitiers, qui va manger des œufs, notamment, peut faire du sport, et même du sport de haut niveau, sans être carencé. Ça, c'est certain. Le stade suivant, le vegan ou le végétalien, qui ne mange aucune protéine animale, là, ça devient problématique. Et pour moi, alors ça n'engage que moi, hein, mais je reste persuadé, au vu de la bibliographie et des connaissances nutritionnelles et scientifiques d'aujourd'hui, qu'on peut pas être performant à un haut niveau en étant végétalien. Donc, une alimentation dénuée de protéines animales. Alors, il y a plein de sportifs qui sont dans ce cas-là qui vont vous dire l'inverse, sauf qu'ils prennent plein de compléments alimentaires à côté. Et justement, le fait de prendre des compléments alimentaires, c'est bien la preuve qu'on a des carences. Sinon, on n'aura pas plein de compléments alimentaires. Donc, effectivement, si le fait d'être végétalien, faire du sport de haut niveau, d'être performant, c'est possible, oui, mais au prix de compenser des carences avec des compléments. Et donc, s'il y a des carences, ça montre bien que l'alimentation n'est pas adaptée. Mais par contre, pour répondre à la question, effectivement, l'idéal, c'est de mélanger protéines animales et végétales. Ça, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors, c'est d'où l'intérêt, effectivement, de manger des produits protéinés. Alors, de les diversifier, encore une fois. Faut pas sous-estimer les poissons, les produits de la mer, notamment les poissons gras, parce que les poissons gras, ça apporte des acides gras qu'on appelle essentiels, qu'on appelle oméga 3, oméga 6. Alors, je sais bien que maintenant, il y a beaucoup de produits, notamment des beurres, etc., des margarines, qui sont enrichis en oméga 3, oméga 6, mais rien ne vaut quand même les vrais oméga 3 et oméga 6 des aliments, notamment des poissons gras, comme le saumon fumé, le maquereau, par exemple, qui ont un impact important. Pourquoi? Parce que ces acides gras participent à diriger notre réponse inflammatoire et immunitaire.
Donc, a fortiori, en cette période un peu compliquée, je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur les apports en oméga 3, oméga 6, parce que ça impacte aussi notre réponse inflammatoire et notre immunité. Bon, ça n'est pas que le seul rôle des acides gras essentiels, hein, ça a aussi un impact en termes de prévention de blessures, etc. Enfin, qualité des membranes, des échanges cellulaires, etc. Enfin, il y a plein d'impacts, mais ces acides gras, enfin, faut pas négliger l'apport des produits de la mer, des poissons, des produits de la mer. Et puis ces protéines aussi, on parlait aussi tout à l'heure, je l'évoquais avec les protéines animales à privilégier en récupération immédiate. Ça replace par exemple la place des produits laitiers en récupération immédiate d'un effort. Bon, après, c'est pas tout à fait le thème de la thématique d'aujourd'hui, de la visio d'aujourd'hui, donc je n'aborderai pas là-dessus. On aura le temps éventuellement de revenir là-dessus. Mais vous trouverez sur le site IRBMS, on va vous donner les coordonnées à la fin. On a mis des publications qui vous montrent justement que l'intérêt de manger un produit laitier en récupération d'un effort, parce que ça apporte notamment des BCA, donc les acides aminés branchés, qui influencent justement la cicatrisation, la régénération cellulaire. Donc il y a vraiment un impact majeur. Et c'est là où finalement les BCA d'origine végétale n'ont pas montré la même efficacité que les BCA d'origine animale. Donc voilà. Donc, je vous renvoie, je vais pas m'étaler là-dessus, je vous renvoie sur le site IRBMS, sur le dossier sur les BCA par exemple, ou sur les protéines, et vous verrez un peu la problématique. Alors à côté de ces protéines qui influencent l'immunité, il y a forcément les fruits et légumes, hein, qui apportent plein de minéraux, plein de vitamines, et qui conditionnent notre immunité. Alors il n'y a pas une vitamine ou un minéraux qui est important, je crois que c'est vraiment l'ensemble, donc il faut vraiment diversifier au maximum. Diversifier ses fruits, diversifier ses légumes. Il n'y a pas que la vitamine C, hein, on parle souvent de la vitamine C, alors ça c'est très marketing, mais il n'y a pas que la vitamine C, je crois qu'il y a tout ce qu'on appelle des micro-éléments, qui sont le manganèse, le chrome, le cobalt, le cuivre, enfin tous ces micro-éléments qui sont vraiment, qui vont vraiment faire fonctionner notre machine immunitaire comme il faut. Donc c'est vraiment la diversification des fruits et des légumes qui est vraiment intéressante. Alors, une question, Fred, par rapport à ça, quelle place pour toi il faudrait accorder aux compléments en fait en vitamines ou en minéraux qui sont censés booster notre immunité? Il y a beaucoup de marketing sur ces produits-là, et justement quelle place leur accorder? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut utiliser ce genre de produit ou pas? Alors, il y a effectivement, comme tu dis, il y a un gros marketing derrière. De toute façon, l'industrie agroalimentaire s'est engouffrée là-dessus dès le début du confinement en vantant les mérites de la vitamine C. Vitamine C et immunité. Alors, encore une fois, il n'y a pas que la vitamine C. Avec effectivement des produits boosters d'immunité, etc. Alors, c'est vraiment ça ressemble vraiment à la baguette magique. Or, il n'y a pas de baguette magique et il n'y a actuellement aucun complément alimentaire qui va stimuler favorablement, efficacement votre immunité. C'est même une alerte qui a été lancée par l'ANSES, hein, notre institution qui sécurise notre consommation, et qui insiste sur ce fait, c'est qu'il n'y a pas de compléments alimentaires miracles qui vont booster notre immunité si on le prend. Pourquoi? Parce que il faut sauter de l'idée que si je prends un complément alimentaire qui contient, mettons, 50 mg de vitamine C, il faut sauter de l'idée que je vais absorber 50 mg de vitamine C. Non, tout dépend de la forme de cette vitamine C. Or, elle est quand même issue de l'industrie agroalimentaire. Elle a peut-être été transformée, je ne sais pas. Enfin, et donc, on en assimile toujours une faible partie. Et cette partie assimilée sera de toute façon toujours meilleure par les aliments. Pourquoi? Parce que là, l'aliment n'a pas été transformé, n'a pas été chauffé éventuellement par rapport aux fruits. C'est la grande supériorité des crudités et des fruits en termes de vitamines, par exemple, parce qu'ils n'ont pas été transformés par la cuisson, la chaleur, etc. Et donc là, on a vraiment des vitamines qui sont les plus efficaces, entre guillemets, et on ne remplacera jamais les sources vitaminiques et minérales par les vrais aliments qui seront toujours mieux assimilés que les compléments alimentaires. Après, je sais pas,
ma pierre est est un bon exemple. Est-ce qu'il prend des compléments alimentaires? Enfin, est-ce que je suis un bon élève ou pas? Euh, oui, dans l'idée, donc, comme tu sais, ça m'arrive d'en prendre, notamment sur les périodes estivales, qui signifie pour nous des périodes de régime où je craque un peu sur la levure diététique que je mets dans mes salades. Donc, c'est juste de la poudre avec éventuellement du magnésium, du phosphore et ce genre de choses. Je pense qu'il y a un effet placebo dans tout ça. J'en abuse pas. Et puis l'idée, c'est comme tu dis, c'est de prendre quelque chose tout en sachant qu'il ne sera pas complètement assimilé, du coup ne pas forcément compter que là-dessus et de le prendre toujours dans le cadre d'une alimentation saine et variée. voilà. Donc voilà, c'est toujours en complément, c'est toujours un petit plus et c'est histoire de se dire qu'on passe pas et qu'on tente d'optimiser vraiment tous les facteurs de la performance. On est sûr qu'au moins on manquera de rien à condition de le prendre vraiment dans le cadre d'une assiette complète. Donc ça, Voilà. c'est une chose. Et je prends aussi de manière très régulière donc, des compléments alimentaires ou plutôt un substitut alimentaire le jour de la compétition. Une police qu'on appelle Spordège, c'est tout simplement de la poudre glucidique qu'on va mélanger à de l'eau et de l'apport énergétique instantané qui se digère facilement. Parce qu'on est soumis à une contrainte de poids et de peser 2 heures avant chaque course, qui nous oblige finalement à être prêt au niveau des stocks énergétiques et surtout d'avoir digéré. Donc, c'est-à-dire que souvent, on ne va pas manger avant la pesée, on va avoir la pesée et on ne peut pas se permettre de manger quelque chose de trop solide ou qui va mettre longtemps à digérer si on se met en route à l'échauffement 1 heure après. Donc, l'idée, voilà, c'était vraiment de trouver une solution sur un complément glucidique, donc purement énergétique, pour faire face à l'intensité de la course qui nous attend, en ayant la certitude qu'on n'aura rien à digérer, qu'on ne sera pas avec quelque chose sur le ventre. Donc voilà, c'est l'unique genre de complément alimentaire. Voilà, ce type de produit, effectivement, c'est pas tout à fait des compléments alimentaires, c'est peut-être des produits pour sportifs. Et c'est intéressant, effectivement, quand on n'a pas la disponibilité alimentaire. Donc, effectivement, quand on est au bord d'un bassin à manger 2 heures avant la course, c'est plus facile de manger des petits déjeuners comme ça qui sont vraiment des produits pour sportifs plutôt que d'avoir des aliments où on a des règles de conservation au frais à respecter, etc. Donc, effectivement, ces produits, je les diabolise pas du tout. Au contraire, ils sont bien utiles quand la disponibilité alimentaire n'est pas possible. Alors il y a une question qui est assez large, mais je pense que avec ou Pierre, vous pourriez y répondre. En fait, c'est une question d'Emma. Bonjour, quels sont les aliments à éviter durant le confinement? Alors, je pense que Fred, je te laisse répondre. Ça permettra peut-être d'enchaîner justement sur la suite. Les aliments à éviter, bon, on en a déjà parlé. On a parlé d'alcool forcément, hein, de tout ce qui est vraiment très énergétique. Tout ce qui va nous faire prendre du poids un peu trop facilement, donc tous les produits gras en dehors des poissons gras. Donc je pense que c'est déjà ça à éliminer, enfin à limiter du moins. Et puis j'aime pas trop enfin ceux qui me connaissent le savent, Pierre le sait très bien. Moi j'aime pas supprimer des aliments. Il faut en privilégier certains, etc. Mais c'est pas parce que je vais supprimer certains aliments que je vais pas prendre du poids ou que je vais faire un bon confinement. Je pense que c'est vraiment plus écouter ses sensations de faim, de satiété, réguler son rythme alimentaire, donc ce dont on a parlé vraiment en tout début de diapo, plutôt que de s'interdire certains aliments. Si j'ai envie de manger une pizza ce midi, je mange une pizza. C'est pas ça, même si on sait très bien que c'est un produit gras. Mais c'est tout. J'ai envie d'en manger une, j'en mange une. Par contre, après, je ferai peut-être pas forcément un goûter parce que j'aurais déjà bien mangé à midi. Enfin voilà. Après, c'est tout ça qu'on régule. Et après, on n'est pas non plus obligé de manger toute la pizza. On peut se la partager, ça sera plus convivial. Et puis, on aura aussi le plaisir d'avoir mangé une pizza. Donc, c'est plus ce qu'on appelle le comportement alimentaire à modifier, c'est son approche par rapport à l'alimentation plutôt que la vision purement calorique de l'aliment. Ça, à la rigueur, on s'en moque un peu. Donc voilà, finalement, des aliments à éviter, oui, il y en a, mais en tout cas, faut pas s'en interdire. Encore une fois, si on a envie de manger un produit gras, on le mange. Et on se fait plaisir, à condition qu'il nous fasse plaisir. Voilà. Dans les vitamines, dans les vitamines effectivement, donc c'est essentiellement apporté par les aliments. Alors j'ai fait une parenthèse quand même sur la vitamine D, qui est l'une des rares vitamines à être apportée par la peau.
Donc c'est l'exposition solaire qui nous fait fabriquer par l'intermédiaire de la peau. Donc c'est la peau qui fabrique notre vitamine D. Alors vous voyez tout de suite l'impact en situation de confinement. Alors, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un balcon ou un jardin, ont pu profiter du beau temps qu'on a eu pendant le confinement. Mais tous ceux qui étaient en appartement, c'était quand même un peu limite en termes de durée d'ensoleillement. Et ces personnes-là ont pu effectivement avoir une carence d'ensoleillement, donc s'exposer à une carence en vitamine D. Donc après, ceci dit, ça va être vite rattrapé avec dès qu'on va sortir de chez soi. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un complément de vitamine C. Si toutefois on est sujet à en avoir des carences en vitamine D, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre une ampoule de complément pour sécuriser la vitamine D et être certain de ne pas en manquer. Alors une projection qu'on peut faire, c'est effectivement par rapport à notre pratique en aviron. J'en profite pour rappeler que même chez les rameurs, en dehors de tout confinement, en dehors de tout contexte actuel, je rappellerai quand même que moi je recommande à tous les rameurs d'avoir une complémentation en vitamine D en début d'hiver, donc octobre-novembre, pour justement, donc c'est une ampoule à boire de vitamine D en octobre-novembre pour justement essayer de passer l'hiver sans problème et sans carence en vitamine D à cause du manque d'ensoleillement. Sachant que la vitamine D influence l'assimilation du calcium, donc la minéralisation osseuse, et donc c'est l'un des paramètres qui aussi peut vous éviter d'avoir des blessures osseuses avec derrière la tête la fracture de fatigue. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce que vous allez prendre votre complément de vitamine D que vous n'aurez pas de fracture de fatigue, hein. Ça marche pas comme ça, mais en tout cas c'est voilà, c'est toujours plurifactoriel et c'est recommandé d'avoir une complémentation de toute façon en début d'hiver en vitamine D. Et puis on l'a abordé tout à l'heure pour terminer sur l'immunité, on l'a abordé tout à l'heure, c'est sur le microbiote avec donc toutes ces bactéries qu'on a naturellement dans notre intestin qui participent à notre réponse inflammatoire et notre immunité. Donc notre bonne santé intestinale va participer aussi à notre immunité. Donc ça c'est important. Donc là je vais pas m'apesantir là-dessus parce que j'avais un gros dossier sur l'IRBMS sur le rôle justement du microbiote intestinal chez le sportif et spécifiquement chez le sportif avec un petit exposé du docteur Claire Booth qui est spécialiste là-dedans. Donc vous aurez l'exposé sur le site IRBMS. Sur le site IRBMS, vous avez un petit moteur de recherche, vous mettez microbiote et vous allez tomber dessus sans problème, et qui vous explique ce que c'est réellement qu'un microbiote et par quel mécanisme en fait il influence la bonne santé du sportif. Mais globalement, c'est la bonne santé de nos bactéries intestinales qui vont favoriser notre immunité et une réponse adaptée à l'inflammation. Et pour avoir des bactéries intestinales en bonne santé, la meilleure façon de faire, c'est de diversifier son alimentation. Tant en légumes, alors l'influence des légumes, des fruits et des légumes a fait ses preuves, hein, mais c'est vraiment la diversité alimentaire qui va nous permettre d'avoir un bon microbiote. Alors, est-ce que, on parle, il y a pas mal d'articles qui parlent de plus en plus du deuxième cerveau avec le ventre et de l'importance. Et dans ce cadre-là, pour essayer d'optimiser, est-ce qu'il n'est pas préférable ou recommandable d'avoir des cures de probiotiques occasionnelles ou régulières? Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors à titre systématique, non, parce que c'est vraiment avoir une alimentation au quotidien qui va à long terme, sur du long terme, favoriser cette flore, ce microbiote de façon positive. C'est pas un traitement comme ça spontané qui peut tout établir. Parce que si on prend une cure de probiotiques, forcément on aura un bon microbiote pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais si notre alimentation est toujours entre guillemets aussi mauvaise, la flore va se détériorer. Donc c'est vraiment l'alimentation au quotidien, et on en revient à cette fameuse pyramide, qui va nous permettre d'avoir un bon microbiote très efficace. Et effectivement, c'est le terme de deuxième cerveau n'est pas erroné, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment l'alimentation. Après, il y a quand même un intérêt à prendre une petite cure de probiotiques dans certaines situations particulières, comme par exemple après une cure d'antibiotiques. Donc là, parfois, c'est un peu c'est intéressant. Ou alors,
en situation de stress. L'angoisse, le stress, notamment chez les sportifs, quand c'est très chronique, quand ça perdure, quand c'est une situation qui perdure, là le stress a tendance à détruire notre flore intestinale. Donc là, pour redémarrer un peu le microbiote, c'est conseillé de faire une cure de probiotiques. Donc ça répond vraiment à des situations bien spécifiques, plutôt que répondre à du marketing des messages promotionnels comme on peut voir dans les pharmacies, par exemple. Mais c'est pas inutile. Pierre, par rapport à ça, est-ce que ça t'arrive justement de faire ce genre de cure de probiotiques? Non, comme le disait Fred, c'est vraiment, ça s'adresse à des cas bien particuliers. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas y être exposé, donc personnellement, j'ai pas eu à en faire. Voilà, je parle de l'élément qui est à notre portée. Donc, tant qu'on a ce qui doit assiette pour se diversifier et qu'on n'est pas dans un cas spécifique, comme je l'ai précédemment, je pense qu'on n'a pas à y avoir recours en cas dans une certaine mesure. Alors, je me permettrai de répondre à la question là de Thomas. Je vois dans les questions qui nous arrivent là au niveau des produits laitiers, est-ce qu'on peut en consommer finalement autant qu'on veut ou est-ce que c'est à limiter? Alors, il y a effectivement une tendance qui fait il y a des détraqueurs de produits laitiers qui incitent à ne plus manger de produits laitiers. Alors, c'est peut-être bien, mais après, ces gens-là qui ont des problèmes de santé, il y a que nous qui les voyons, c'est les médecins, parce qu'ils ont des problèmes de santé dû à leur carence en calcium notamment. Mais ça, par contre, ça n'est pas dit. Quand on regarde les recommandations, on en reste à 3 voire 4 produits laitiers. 3 produits laitiers chez la personne lambda et c'est 2 à 3 chez la personne lambda, c'est 3 à 4 chez le sportif. On n'a jamais dit non plus qu'il fallait en manger plus de 4. Donc effectivement, si on mange plus de 4 produits laitiers par jour, on s'expose à des effets délétères des produits laitiers qui peuvent même aller jusqu'à la diarrhée par exemple. Donc là, ça ne sera pas très bon. Ce qui est certain, c'est que quand on reste à des quantités raisonnables de 3 à 4 produits laitiers par jour, il n'y a pas d'effets secondaires comme on a pu l'écrire comme étant pourvoyeurs de maux de tête, de tendinite, de blessures, etc., ou même de cancer. Non. Faut savoir que l'impact des produits laitiers sur les cancers, ça a été démontré sur des consommations de plus de 10 produits laitiers par jour. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de la marge. Encore une fois, si on reste dans les recommandations, il n'y a pas ce type de problème. Quant au lien entre produits laitiers et blessures sportives, moi j'attends toujours qu'on me présente un article scientifique qui me le démontre, parce que, mis à part les articles qui sont dirigés par certaines branches de l'industrie agroalimentaire ou d'autres des laboratoires où il y a un conflit d'intérêts, moi actuellement je n'ai pas encore trouvé un article qui le démontre. Donc il ne faut pas avoir peur des produits laitiers à condition de respecter les recommandations qui sont de maximum 4 produits laitiers par jour. Bon, 3 produits laitiers par jour c'est bien, et encore une fois, rien de tel qu'un produit laitier en récupération immédiate en termes de qualité de protéines pour récupérer. Donc il ne faut pas avoir peur des produits laitiers quand on respecte les recommandations. Dernier aliment qu'on peut évoquer par rapport à l'immunité, c'est aussi pour un peu nous faire plaisir, c'est le chocolat. Le chocolat contient aussi, ça contribue aussi à notre bien-être. C'est toujours un petit peu le petit plaisir qu'on se fait en fin de journée ou en fin de repas. Alors c'est pas que psychologique, hein. C'est vrai que maintenant ça a tendance chez certaines personnes et certains sportifs à être vraiment diabolisé comme étant notre petit plaisir. Le chocolat, c'est le plaisir. C'est pas que psychologique, il y a aussi des composants dans le chocolat, des nutriments qui stimulent aussi toute la chaîne du plaisir. Donc il y a aussi une raison chimique, entre guillemets, pharmacologique, par rapport aux éléments qu'il y a dans le chocolat. Alors, à condition de respecter quand même quelques règles, il faut que ce soit vraiment du chocolat et pas du sucre qui a le goût de chocolat, hein, un petit peu chez nous. Donc on privilégiera la qualité plutôt que la quantité. Donc si possible un chocolat noir. Je pense que les meilleurs chocolats pour avoir ce côté plaisir, c'est le chocolat noir. Et il ne faudra pas descendre en dessous de 70% de cacao, parce que sinon après il y a beaucoup plus de sucre que de beurre de cacao. Donc si vous choisissez un bon chocolat, n'hésitez pas à en consommer un ou deux quartiers. Bien sûr, c'est toujours pareil, il ne faut pas manger la plaquette, hein, c'est comme tout.
Mais un chocolat, le chocolat le soir, ça nous donne du plaisir. Ça va justement contrebalancer toutes les informations anxiogènes qu'on peut avoir en ce moment et l'ennui, etc. Et prenez le temps. Faites l'expérience, prenez le temps de déguster votre chocolat plutôt que. Et si je vous pose la question, combien de temps vous passez à manger un carré de chocolat? Je suis sûr que la majorité des personnes, c'est moins d'une minute pour manger leur carré. Bah, essayez un jour de passer 5 minutes à manger un carré de chocolat pour essayer d'avoir toutes les saveurs du carré de chocolat et vous verrez que le chocolat a plein de saveurs. Et donc, essayez de voilà, déguster. Et finalement, quand on prend un bon chocolat, le côté un peu amer du chocolat, ça nous permet finalement de ne pas avoir envie de manger la plaquette parce que si vous avez envie de manger la plaquette, c'est que ça contient, ça en général, c'est parce que ça contient du sucre. Et donc, c'est plus l'addiction au sucre qui vous incite à manger la plaquette de chocolat. Alors que quand on a un chocolat de qualité, finalement, on en mange peu et ça nous procure vraiment beaucoup de plaisir. Donc finalement, pour terminer, pour synthétiser, vous voyez que finalement, pour avoir une bonne immunité, et accessoirement pour être en forme, entre guillemets, mais pour avoir une bonne immunité, faut manger de tout. On en revient à la diversification alimentaire. Faut manger des féculents parce que si on restreint trop ces apports énergétiques, ça joue aussi sur notre immunité. Ça, j'ai oublié de le dire. Notamment, il y a un impact en termes de boissons d'effort, par exemple. Donc ça se fait à l'effort, mais aussi au quotidien. Quand on part faire un 20 bornes de B1 et qu'on n'a pas sa boisson d'apport énergétique, ça altère notre immunité, donc ça baisse notre immunité. Donc vous voyez que l'énergie impacte notre immunité. La consommation de fruits et de légumes, on l'a dit, par rapport aux vitamines et aux microéléments, les minéraux, etc., les protéines aussi. Donc vous voyez qu'il faut vraiment manger de tout. Et on en revient à cet équilibre alimentaire qui nous permet d'être en forme, d'être en bonne santé, d'être immunocompétent. Et après, quelques petites adaptations pour être performant. En fait, voilà un peu la logique de l'alimentation. Même si le contexte actuel impose certaines conditions sanitaires, entre guillemets, quand on va faire ses courses. Mais bon, là, on sort un peu de ce qu'on met dans son assiette. Mais effectivement, il faut prendre des bonnes habitudes parce que là, on est parti quand même pour quelques semaines, voire quelques mois à lutter contre ce virus. Donc, laisser reposer les courses qui ne nécessitent pas à être au froid pendant au moins 3 heures avant de les ranger, ou alors c'est nettoyer les emballages et jeter les premiers emballages plutôt que de les mettre dans le frigo. Avant de consommer les légumes et les fruits crus, bien les laver à l'eau du robinet, ni plus ni moins. Et puis se laver les mains avant de ranger son frigo et puis après de ranger son frigo. Donc voilà, je crois que le lavage des mains, on insiste assez là-dessus sur les gestes barrières, mais ça a vraiment une efficacité majeure. Bon, après, on l'a évoqué dans les médias, la cuisson, effectivement, tue le virus au-delà de 60 degrés, donc le risque est plus sur les aliments froids ou les aliments qui ne sont pas cuits. Donc voilà un peu ce que je voulais évoquer par rapport aux règles alimentaires, et vous voyez qu'on a fait un peu la projection par rapport à la situation de blessure. Finalement, il y a quand même plusieurs choses qui sont après applicables quand on est au repos forcé, au repos sportif, et qu'on est obligé du coup de diminuer ses dépenses énergétiques. Et par rapport à ça, Pierre, par rapport aux différents gestes barrières, aux précautions par rapport aux aliments que tu achètes, en étant à Nancy, en ville, comment tu gères ça dans ton quotidien par rapport à l'entraînement, parce que ça nécessite forcément du temps, une partie de son appartement où on va laisser entre guillemets reposer les aliments pour être sûr de ne pas les toucher. Donc comment tu gères au quotidien cet aspect-là, toi, Pierre? Moi, je le gère de manière assez bête et méchante, finalement, en suivant au mieux les recommandations qui nous ont été données. Je suis content de voir que je les connaissais à peu près toutes et qu'elles sont plus ou moins respectées. La seule chose finalement qui change un peu dans mon alimentation, c'est que je me suis tourné peut-être davantage sur des légumes congelés. C'est-à-dire que voilà, j'en connais la qualité nutritionnelle et Fred pourra peut-être aussi valider mes dires, j'espère. Sur voilà l'idée que des légumes congelés ont des qualités nutritionnelles qu'on attend d'eux, tout en n'ayant pas finalement ce toucher qu'on a au rayon fruits et légumes et ce besoin de décontamination. Donc c'est la seule chose qui a un petit peu changé dans mon alimentation pendant cette période de confinement.
Après, pour le reste, voilà, c'est soit des légumes qui sont cuits, voilà, pendant plus de 4 minutes, au moins, oui, à plus de 60 degrés. Et puis, voilà, forcément, une vigilance accrue sur l'ensemble des mesures qui nous sont demandées de respecter. Donc, voilà, je pense que c'est à tout à chacun de s'adapter à ça. Et finalement, le danger est dehors, mais il est aussi, du coup, il y a les aliments qu'on peut toucher. C'est valable sur les aliments, c'est valable sur les boîtes en carton, tous les conditionnements, tout ce qui finalement va être exposé en magasin. Non, Pierre a tout à fait raison par rapport aux légumes surgelés, parce que la surgélation préserve complètement la qualité nutritionnelle, donc la valeur vitaminique et minérale, tous les minéraux qui peuvent avoir dans les légumes. Donc il n'y a quasiment pas de déperdition. Donc effectivement, ça supprime une bonne partie de ce risque de contamination par le virus. Donc les légumes surgelés peuvent être une solution effectivement plutôt que de devoir choisir et toucher plein d'aliments. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette webconférence. On a quelques questions qui sont arrivées, mais effectivement, on a assez largement débordé. Alors peut-être une dernière question, Fred, alors qui est là très large, d'Élodie, qui nous dit: pourriez-vous me dire ce que vous pensez de la sèche musculaire, c'est notamment par rapport à ce qui est évoqué, je pense, sur la question des protéines. Ouais, ça dépend ce qu'on entend par sèche musculaire, parce que le terme de sèche musculaire a une signification différente en fonction du sport que l'on pratique. Je pense que généralement, c'est quand on mange énormément de protéines et qu'on veut perdre globalement ses graisses corporelles et qu'on diminue aussi son apport en énergie. Et l'idée, c'est de forcer sa consommation de protéines pour préserver sa masse musculaire, donc perdre du poids, perdre de la graisse, mais pas perdre du muscle. Alors, ce que j'en pense, je suis pas fan, je reconnais, parce que je suis plus si on a besoin de faire ça, c'est qu'on n'a pas justement une alimentation équilibrée adaptée à sa pratique, donc du coup, on a tendance peut-être à prendre un peu trop de graisse corporelle parce qu'on n'a pas une alimentation adaptée. On voit ça dans certaines disciplines en salle, par exemple, avec un excès de consommation énergétique et protéinée qui transforme justement, qui augmente les graisses corporelles. Donc du coup, après, on est obligé de faire une sèche. Donc plutôt que de faire ça, parce que c'est toujours contraignant de faire une sèche musculaire, plutôt que de faire ça, autant réduire complètement notre alimentation au quotidien pour éviter d'avoir recours à cette sèche musculaire. Après, si on fait vraiment cette sèche musculaire, il ne faut pas que ce soit trop longtemps. Et puis, je suis pas fan du fait qu'on focalise notre alimentation sur un des éléments, c'est-à-dire les protéines. Globalement, on ne dit pas qu'on mange que ça, mais en grande majorité. Puisque si on mange moins de féculents, moins de fruits et légumes, etc., enfin moins les autres aliments, finalement on se prive de tous les bienfaits qu'apportent d'autres aliments. Donc ça crée forcément des carences. Donc ne manger que des protéines, ça crée des carences. Donc finalement, le risque de la sèche musculaire, c'est de créer des carences. Et donc du coup, quand on arrête, on va reprendre l'alimentation sur un organisme qui est déjà carencé. Donc finalement, c'est remplacer un déséquilibre par un autre. Le seul révélateur de devoir faire une sèche musculaire, c'est justement le révélateur que notre alimentation au quotidien n'est pas adaptée à notre pratique. Donc c'est ça qu'il faut revoir plutôt que de se faire une sèche musculaire. Merci beaucoup, Fred, pour avoir répondu. Alors la question suivante permet d'évoquer ce que tu donnais au début de la conférence, Frédéric, sur effectivement, vous pouvez retrouver la présentation en fait sur le site de la Société française de nutrition du sport, qui est plus complet que ce qui a été présenté là. Et puis retrouver également le site IRBMS, dont on va retrouver les coordonnées là du site internet. Voilà, c'est les deux sites référents. Effectivement, le diaporama qui est sur le site en page d'accueil sur sfns.fr, il est beaucoup plus complet. Là, on nous en a présenté vraiment un échantillon. Et puis sur l'IRBMS, vous aurez notamment tout le dossier sur l'alimentation d'effort, les BCA en récupération, l'intervention de Monsieur Clairbout sur le microbiote, et puis aussi quelques petites recettes sportives pour éviter de prendre du poids et se faire plaisir, parce qu'il y a aussi quelques petites recettes peu caloriques et qui permettent de se faire plaisir.
Voilà, merci beaucoup tous les deux parce que pour votre présence, votre expertise, puis d'avoir répondu à toutes les questions. C'était vraiment très intéressant. On espère pouvoir se retrouver très vite au bord des bassins et sur l'eau. En tout cas, un grand merci encore à vous deux. Bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.